Je vais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous, camarades socialistes d'une part, et aussi celles et ceux qui se reconnaissent dans notre action et qui soutiennent notre combat. Vous avez présenté sa candidature aux Français. On aurait attendu plutôt qu'il leur présentât ses excuses. Mais au-delà de ces éléments polémiques qu'il nous a rendus si faciles, je voudrais m'attarder un moment sur les engagements récents, en même temps que tardifs, pris par le candidat sortant. C'est le moment, en effet, qu'il a choisi pour dire, après 7 ans, qu'il s'apprêtait, pour peu que le peuple lui renouvelle sa confiance, à rétablir ce qu'il nomme les grands équilibres. Et je cherche les signes annonciateurs qui pourraient donner à cet engagement un autre sens que celui d'une promesse vaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une promesse vaine, si cela ne s'appelle un mensonge? Quoi qu'il advienne, le 10 mai, vous le savez bien, le choix il se fera entre le candidat socialiste et l'un des deux candidats de la droite. Et alors à ce moment-là, qui donc pourra représenter le changement? Qui oserait, dans le camp conservateur, attenter aux privilèges installés, préservés, qui donnent tout leur sens et tout son sens à la politique et aux actions des gouvernements d'hier et du gouvernement d'aujourd'hui? Je pour demain, mais le désordre est là. Qu'appelle-t-on désordre, sinon 1 700 000 chômeurs, 100 000 entreprises industrielles ou commerciales détruites, 100 000 exploitations agricoles familiales disparues en quelques années? Qu'appelle-t-on désordre lorsqu'on voit s'étaler les privilèges du pouvoir et les privilèges de l'argent, ce qui revient souvent au même? Qu'appelle-t-on désordre? Comment ressentira ce mot le travailleur qui a déjà perdu son emploi, celui qui craint pour demain, qui craint demain que les méchants tremblent, que les bons se rassurent, disait l'empereur Louis-Napoléon III. Et j'observerai qu'il semble bien que M. Giscard d'Estaing considère que le désordre, ce ne soit pas le 1 700 000 dont j'ai déjà parlé, les chômeurs. Non, le désordre commence seulement à partir où c'est lui qui risque de perdre son emploi. À prétendre, si l'on me rétorque que, bien entendu, on n'a pas voulu dire ça, qu'on n'a pas voulu attenter à l'existence des partis, pourtant représentés comme inutiles, bavards et dangereux, qu'on a voulu simplement indiquer que leur rôle connaissait de lui-même ses limites. Et j'accepte mal qu'on m'oppose ce choix d'être un socialiste, cette fierté d'avoir été le premier d'entre eux, et que cela me soit dit par quelqu'un dont le parti se réunit cet après-midi même. Eh oui, le parti du candidat sortant, fondateur
de parti à la queue leu-leu. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance depuis qu'il est dans l'arène politique, c'est-à-dire depuis longtemps, depuis presque aussi longtemps que moi. Passant de parti en parti, fondateur de parti, encore fondateur de parti. L'UDF elle-même ramassie d'un parti qui se dit républicain. Je crois que c'est le parti encore noyau du président, je crois le savoir, le parti républicain, le centre démocrate ballotté par l'histoire de ce dernier quart de siècle, et toute une série de groupements qui chacun aspire pour son compte à devenir le gros du bataillon. Alors, la frapper d'anathème, décider à l'avance qu'elle n'est pas la France, c'est douter si profondément de son propre pays que je laisse cet argument à celui qui l'emploie. Seulement, je n'ai pas l'intention, ayant dit ce que j'avais à dire sur ce point, je n'ai pas l'intention d'engager une campagne cantonnée dans la polémique. D'abord l'emploi, d'abord sauver les capacités de travail, d'énergie, d'entreprise, de création, accroître la production, retrouver autant qu'il est possible les chemins de la croissance. Oui, créer, inventer, imaginer et croire. On me dira, mais comment est-ce possible? Il faut produire, produire, produire. Mais quoi? Avec 1 700 000 chômeurs pour gagner. Et donc, pour rassembler, bien au-delà de rassemblerait. Nul n'est mon ennemi, je ne suis l'ennemi de personne. Mais j'entends parler clair et proposer l'autre politique, celle de la vie et celle de l'espoir, celle des chances de la France. Les commandements venus de l'extérieur, que m'importent les pressions des pouvoirs, les pressions de l'argent, aucune force au monde, hors celle que j'ai en moi, et le sentiment de solidarité qui me lie aux Français dont je suis. Aucune force au monde ne pèse et ni ne pèsera sur mes décisions lorsque j'aurai la charge du pays, pas plus demain qu'elle ne pèse aujourd'hui, qu'elles n'ont jamais pesé sur moi. La seule conquête dont je puisse encore, dont je puisse toujours être fier, la conquête de toute
luttez votre marché. Jeunes, bats-toi, 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 luttez votre marché. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios. Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, qui construisent de ses mains vos usines, c'est bon monsieur Thierry, votre usine. Bienvenue toutes les facultés de la région parisienne, du Panthéon de Tolbiac, de Villetaneuse, de Saint-Denis, de Créteil, de la Sorbonne, d'Antony, de Jussieu, de Nanterre, de Sancier, venus des 8 IUT de la région parisienne. Il y a également au rythme de la chanson là. Et nous leur demandons de se diriger le plus vite possible sur la gauche. Vers le boulevard Richard Lenoir, c'est-à-dire sur votre droite, s'il vous plaît, Noisy et Renault-Saint-Ouen. Et complètement l'Essonne et vous allez en arrière vers l'écart, bien dans le boulevard Richard Lenoir. Merci. Le Val d'Oise, on hésite. Non. Jeunes amis et camarades, de tous les quartiers du Paris populaire, de toutes les banlieues de cette région, vous êtes venus par dizaines et dizaines de milliers au rendez-vous que nous nous sommes donnés dans ce haut lieu de l'histoire du peuple de France. Vous n'avez pas eu besoin pour cela que l'on vous propose, comme l'ont fait ceux d'en face, je veux dire ceux qui ont invité la jeunesse dorée ou soumise à se retrouver aux abattoirs de la Villette. Vous n'avez pas eu besoin que l'on vous offre pour venir de Lyon, de Bordeaux ou d'ailleurs 2 ou 3 jours de sortie à Paris pour la modeste somme de 10 francs. 10 francs, c'est à cette valeur que les amis de M. Giscard d'Estaing eux-mêmes ont estimé la rencontre avec leur idole. Vous refusez la fatalité du malheur. Vous voulez vivre vraiment. Vous voulez une société de justice. Vous voulez vous battre pour la conquérir. Vous avez raison, 1000 fois raison. Un bilan aussi désastreux, faire encore de nouvelles promesses, parler d'emploi pour les jeunes, de formation, d'égalité des chances. Giscard d'Estaing vient de l'annoncer. Il est candidat pour pouvoir, comme il dit, lancer le 3e étage de sa fusée, c'est-à-dire aller plus loin.
Dans le plan qu'il offre aux jeunes, il rejette catégoriquement les 35 heures sans baisse de salaire. Il veut développer une classe ouvrière au rabais, avec des millions de travailleuses et de travailleurs au chômage partiel permanent, en promotion bidon, avec des millions de nouveaux intérimaires, de nouveaux salariés sans garantie sociale, livrés au bon plaisir des patrons, sous-qualifiés, sous-payés, surexploités. Et en même temps, libérez! 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 Et les chômeurs, je vous le demande, c'est rentable? Les vies gâchées, les usines, ceux-ci ne l'accepteront pas. Entre deux. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle a mis le prix du faubourg Saint-Denis. Elle a pris ma casaque dedans. Le voyage. Non. Monsieur sortant affirme que le niveau de vie de l'ensemble des Français a augmenté, qui donc a bénéficié de la crise. Quant à l'emploi, le président sortant omet de dire que 800 000 places ont disparu dans l'industrie et 350 000 dans l'agriculture, c'est-à-dire dans les secteurs productifs qui font la richesse de la France, qui garantissent l'avenir de ses habitants. Nous comptons actuellement dans notre pays 2 millions de travailleurs, 2 millions et demi de travailleurs immigrés. Nous comptons 2 millions de chômeurs, parmi lesquels des travailleurs français et des travailleurs immigrés. Or, malgré cette situation, le patronat et le gouvernement le laissent faire, ont de nouveaux travailleurs immigrés entrent clandestinement dans notre pays, sans contrat, sans garantie, livrés au bon vouloir du patronat qui les exploite et les surexploite, comme vous venez de le dire vous-même. C'est dans cette situation, nous disons, il faut arrêter l'entrée de nouveaux travailleurs immigrés en France. Par contre, nous avons toujours dit
que les travailleurs immigrés qui sont dans notre pays et qui ont contribué dans une période où notre économie était en essor, qui ont contribué à accroître les richesses de la France, nous avons toujours dit que ces travailleurs devaient et pouvaient rester dans notre pays, à moins qu'ils expriment eux-mêmes ou leur gouvernement le souhait d'être rapatriés chez eux. Et nous avons toujours défendu la thèse que les travailleurs immigrés devaient bénéficier des mêmes droits et avantages sociaux que les travailleurs français. Nous nous félicitons d'ailleurs, non, pas le droit de vote. Non, pas le droit de vote. Nous sommes pour le droit de vote pour les travailleurs français, pour les Français, pour les immigrés qui souhaitent prendre la nationalité française, ça c'est leur affaire. Mais cette question, nous l'avons réglée en prenant en considération le fait qu'il y a de nombreux travailleurs immigrés appartenant à d'autres pays, Italie, Espagne, Portugal, et où, dans ces pays, les partis politiques souhaitent que les travailleurs immigrés puissent aller voter chez eux. Par conséquent, on ne peut pas voter dans deux pays à la fois. Alors, donc, nous sommes face à l'invasion économique du Japon. Oh, elle est simple. Évidemment, je suis pour, j'ai dit tout à l'heure, je suis pour qu'on développe. Quand je préconise une nouvelle politique industrielle, une nouvelle politique agricole, et je dis il faut produire français, ce n'est pas pour me réfugier dans l'autarcie. Non, je suis pour la coopération internationale. Évidemment, c'est absurde, y compris, évidemment, avec nos partenaires traditionnels. Je pense que cette coopération devrait être poussée et développée avec les pays en voie de développement et avec les pays socialistes. Il me semble qu'il y a là des possibilités qui ne sont pas exploitées. Alors, pour ce qui concerne le Japon, je suis pour la coopération, mais quand c'est nécessaire, je suis pour prendre des mesures de protection. Je ne vois pas pourquoi la République fédérale allemande et les États-Unis le font et que nous, Français, nous ne pourrions pas le faire. Je dis que nous pouvons être amenés à prendre des mesures protectionnistes. Bien, on arrive à la politique étrangère. Alors Didier Adès... Savoir, c'est que autour de lui, il est bien le représentant d'une caste privilégiée. Et que les cadeaux et les châteaux, ça existe. Ça existe dans ce pays. Et qu'il est des gens, des firmes, évidemment, des patrons, qui bénéficient d'une manière absolument scandaleuse de l'argent de l'État, des fonds publics de la... concerne alors le Moyen-Orient. Je considère pour ma part que la France a un grand rôle à jouer dans cette affaire. Tout d'abord, il me semble qu'il faut tirer les enseignements qui s'imposent de Camp David. Camp David, c'est un échec. C'est un échec. Cela n'a pas permis du tout de résoudre la situation au Moyen-Orient. Et il est évident pour tout le monde, pour toute personne sensée, que l'on ne pourra résoudre les problèmes du Moyen-Orient sans résoudre le problème palestinien. C'est la question fondamentale. C'est la raison pour laquelle je pense que le gouvernement français se devrait de prendre des initiatives pour tirer les conséquences de l'échec de Camp David et pour que s'engagent avec tous les gouvernements, les États intéressés, et l'OLP, le représentant du peuple palestinien, s'engage des négociations en vue d'appliquer les résolutions, disons même plus, les décisions de l'ONU. Je dis, il n'y aura pas de solution au Moyen-Orient tant que le peuple palestinien n'aura pas son État indépendant, et que, dans le même temps, ne seront pas reconnus pour tous les autres États de la région,
y compris bien entendu l'État d'Israël, reconnu les frontières sûres et la garantie de la sécurité. Voilà la politique qui est la nôtre. Bien, Georges Panchnier. Pas oublié. J'ai eu souvent l'occasion d'en parler avec vous. Tout d'abord, pour ce qui concerne la Pologne, nous n'avons pas varié d'un pouce depuis le premier jour, c'était au mois d'août, quand les questions ont commencé à se poser. Nous considérons qu'il appartient au peuple polonais, à son gouvernement. Les cuisines, s'il vous plaît, vous commencez le service. Vous servez pendant les discours. Évidemment, nous sommes limités, énormément limités par le temps. Alors, messieurs les photographes, voyez là. Alors, nous vous demandons maintenant le silence, s'il vous plaît, vous serez très aimables. Monsieur René Nictou, conseiller général, maire de... Je vous reçois comme citoyen candidat. Maison-Alfort, ville de 55 000 habitants, est un des bastions de la 4e circonscription, avec les communes voisines et amies de Charenton et de Saint-Maurice, pour la lutte contre ce qu'on a appelé la marée rouge. En effet, il y a quelques jours, à la demande de nombreux amis et sympathisants et autres, j'ai eu l'occasion de faire très rapidement le bilan de votre septennat. Qu'ont fait les chefs d'État étrangers, M. Carter, celui qui va présider aux destinées de notre pays pendant les 7 prochaines années. Monsieur... Allô, allô. Mon cher maire, Monsieur le Président du Sénat, suggérer cette formule du banquet républicain. Parce que je trouve que dans la vie politique et démocratique de la France, il faut garder la fraternité et la cordialité. Et il faut qu'il n'y ait pas seulement des rencontres austères et formelles, mais qu'on puisse se retrouver un peu entre amis, je dirais presque entre copains. T'as combien là? Maison-Alfort est aussi un exemple pour la générosité de sa politique sociale en faveur de la jeunesse, en faveur de l'éducation et en faveur des personnes âgées. La commune y verse, on l'a rappelé, un complément de ressources aux personnes âgées de 1 870 francs au total, qui s'ajoute au minimum vieillesse versé par l'État. Et bien des municipalités pourraient s'inspirer de telles préoccupations sociales. On fait l'effort d'organiser, de préparer et de servir ce grand banquet républicain de Maison-Alfort, qui est la préface du rassemblement républicain qui aura lieu en France le 26 avril et le dimanche 10 mai pour le succès de la France et des Français. Nous vous souhaitons bon appétit.